Aujourd'hui, pour le sujet de finalement l'UX Research, l'avantage de la UX Research, moi, ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est comment finalement la User Research peut être un élément très stratégique dans la création et dans la stratégie produit. Donc, une société qui a un produit, qui veut le faire évoluer, ne se repose pas encore forcément toujours sur la user research. On va dire que historiquement, les designers, on les faisait plutôt arriver en fin de chaîne, au moment où il fallait rendre les choses un petit peu jolies. C'était voilà, les designers prenaient un brief et exécutaient la vision client et prenaient un petit peu les besoins clients, mais sans forcément arriver en amont et participer à finalement l'élaboration des besoins. Ça a un peu changé évidemment ces dernières années avec l'avènement de l'UX et notamment de la user research, parce que maintenant de plus en plus de sociétés et de compagnies ont compris que la user research, ça permet de créer des produits qui sont mieux adaptés aux clients, qui sont plus faciles d'utilisation. Et donc, du coup, la user research, elle est très présente aujourd'hui dans tout ce qui est phase de recherche pour essayer de comprendre les besoins des utilisateurs, essayer de comprendre leur contexte, leurs pain points. La user research est aussi très utilisée au moment de tester des produits pour vérifier l'usabilité, vérifier qu'il n'y a pas des bugs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux qu'un designer peut aider à la vision stratégique d'un produit. Mais encore, cette vision, ou en tout cas la user research, généralement, elle a lieu sur des projets qui existent déjà. Elle est là pour aider à cadrer les features qu'on veut rajouter dans une application, à mieux comprendre nos utilisateurs, mais généralement, comme je disais, ouais, c'est sur des produits qui existent déjà et on fait de la user research tout au long de la vie du produit. Même un produit qui a plusieurs années, on peut continuer à faire de la recherche au quotidien pour l'améliorer. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous montrer avec ce retour d'expérience, c'est que de plus en plus, un designer peut vraiment être un stratège et définir une phase avant-projet. Donc, qu'est-ce qu'une phase avant-projet? Une phase avant-projet, ça peut aussi s'appeler une phase de cadrage. C'est, si je prends l'exemple d'une agence, c'est quand on essaye de gagner un pitch, quand on essaye de gagner un nouveau client. Mais moi, dans mon cas, je ne travaille pas pour une agence, je travaille pour une grosse entreprise. Je vais vous expliquer un petit peu pour quelle entreprise j'ai travaillé, mais l'idée, c'était d'arriver sur un projet qui n'en est pas encore vraiment un, parce que il y avait juste un besoin qui avait été identifié par l'entreprise. Et ils savaient qu'ils avaient besoin de résoudre un problème, mais pour l'instant, ils ne savaient pas comment ils allaient le faire. Et c'était même pas un projet, donc c'était une phase de cadrage parce qu'il n'y avait pas de budget. L'équipe était réduite à son minimum. Il y avait juste un chef de projet, un business analyst et moi en tant que designer. Et en gros, c'était la première fois que cette entreprise mettait un designer sur une phase de cadrage. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, cette entreprise, je ne vais pas la nommer, mais c'est une entreprise canadienne qui officie au Canada et aux États-Unis. C'est une entreprise qui est une entreprise de logistique et de transport de marchandises ferroviaire. C'est une entreprise de fret, en fait, et qui transporte des marchandises à travers le Canada et à travers les États-Unis sur des trains. Donc, c'est une très grosse entreprise. Il y a 25 000 employés. C'est une des plus anciennes entreprises du Canada parce que c'est eux qui ont créé les voies de chemin de fer. Ils sont encore propriétaires encore aujourd'hui des voies de chemin de fer au Canada. Et voilà, leur business, c'est offrir à des entreprises de bouger les choses qu'ils vendent en fait. Et donc ça peut être autant tous les produits que vous retrouvez sur Amazon ou chez Walmart, mais aussi des hydrocarbures, de l'essence, du gaz, des produits chimiques, des engrais, toutes sortes de produits qui sont potentiellement très nocifs pour l'environnement si jamais ils se retrouvent dans la nature. Et donc,
En fait, cette entreprise est basée donc à ses headquarters qui sont basés à Montréal, mais je vous ai représenté un petit peu ici donc tout le réseau de cette compagnie. Donc, vous pouvez donc voir mes superbes talents de designer. Je vous ai dessiné le Canada et les USA juste ici. Et donc, en fait, cette entreprise, du coup, pour transporter notamment tout ce qui est hydrocarbures, produits chimiques et engrais, elle, elle est obligée d'entreposer ces produits chimiques dans ce qu'on appelle des réservoirs. Et en fait, ces réservoirs, ils sont positionnés dans ce qu'on appelle des yards. Donc les yards, en fait, c'est des espèces de grands espaces. En gros, c'est un peu comme je trouve pas mon mot, je suis désolé. C'est un peu comme des terrains vagues, voilà. C'est un lieu où, en fait, il y a des mécaniciens qui viennent réparer les wagons de train. C'est un lieu où on va entreposer donc des produits chimiques dans des réservoirs. Et la loi canadienne impose à une entreprise comme celle-ci, en fait, quand elle entrepose des produits chimiques, d'inspecter les réservoirs de manière régulière. Donc la loi à l'époque, c'était il devait inspecter ces réservoirs au moins une fois par an. Et donc, il y avait un département qui était le département environnemental. Ils avaient une vingtaine de personnes qui étaient responsables de vérifier l'intégrité de ces réservoirs. Vérifier qu'il n'y avait pas de fuite, qu'ils n'étaient pas en train de rouiller. Sauf que, en 2018, quand je travaillais là-bas, la loi canadienne a changé et elle imposait aux entreprises maintenant de vérifier l'intégrité de ces réservoirs, qui sont pour la plupart en plus exposés en plein air. Comme je vous l'ai dit, en plus, c'est des grands terrains vagues qui font plusieurs kilomètres de long. Donc les réservoirs sont disposés un peu partout sur ces yards. Je vous ai mis quelques photos de ce que ça peut ressembler à un yard. Vous voyez, c'est quand même des gros endroits avec donc des trains, des wagons, etc. Donc, sur ces grands terrains vagues, il y a aussi donc des réservoirs. Et donc, la nouvelle loi imposait non pas de vérifier l'intégrité de ces réservoirs une fois par an, mais tous les trimestres. Ce qui fait que tout d'un coup, les 19 personnes qui passent leur année à voyager un peu partout au Canada et aux États-Unis pour vérifier les réservoirs de cette compagnie, tout d'un coup, ils devaient faire 4 fois plus de voyages et ça a un coût pour l'entreprise. Donc, la première solution qui avait été évidemment envisagée, c'était de recruter 4 fois plus de personnes. Sauf que recruter du monde, ça coûte très cher. Et donc, du coup, on est venu me voir en me disant, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, en fait, comment est-ce qu'on pourrait utiliser toutes ces personnes qui travaillent en permanence dans ces yards, comment est-ce qu'on pourrait les utiliser pour qu'ils participent à l'inspection de ces containers. Donc l'idée, c'était de trouver une solution, qu'elle soit digitale ou autre, de trouver en tout cas une solution qui permette à des gens qui ne sont pas du tout habitués à faire ce genre de travail, à vérifier que les réservoirs sont en bon état. Donc, moi, j'arrive sur ce projet avec à peu près cette connaissance-là. Voilà, on me briefe rapidement sur le projet. Et je m'aperçois très vite qu'en fait, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a donc le département environnement qui est donc le responsable de ce projet. Mais il y a aussi d'autres départements qui sont engagés sur ce projet parce que c'est les départements qui sont présents sur place dans les yards. Donc, il y a le département mécanique, ingénieur, intermodal, supply chain et fleet. Donc, ça nous fait finalement 6 parties prenantes déjà sur un même projet. Et chacune de ces parties prenantes a des utilisateurs complètement différents. Les gens qui travaillent justement à la réparation des trains, c'est des mécaniciens, c'est des électriciens, c'est des soudeurs. On a aussi des gens sur place qui sont des ingénieurs. On a des gens aussi qui sont responsables finalement de mettre tous les produits qui sont transportés dans les différents wagons. Donc, c'est pas mal finalement de gens qui sont responsables de logistique en fait. Mais encore une fois, ce n'est pas des gens qui sont
au courant des contraintes environnementales que l'entreprise doit suivre. Donc voilà, et surtout, on me dit, bah voilà, le problème, c'est que ce projet, ça fait 6 mois qu'on essaye de le démarrer. Ça fait 6 mois que le département environnement essaye de convaincre les différentes parties prenantes d'accepter que les mécaniciens, les ingénieurs, etc., participent à la vérification des réservoirs. Donc en fait, je me dis, OK, je peux utiliser justement la UX Research pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces différents départements ne se parlent pas. Donc, j'avais prévu une petite stratégie de 2 mois où, pendant 2 semaines, j'allais interviewer les différentes parties prenantes, donc faire des stakeholder interviews. Après, je voulais aller parler aux futurs potentiels utilisateurs de la solution, donc tout ce qui est mécanicien, ingénieur, etc. Et puis après, je me suis dit, je vais aussi essayer d'aller les voir sur place, faire de l'observation, les voir dans leur quotidien de mécanicien et voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement faire intégrer cette nouvelle solution dans leur user flow, dans leur workflow habituel. Sauf que très vite, je me suis aperçu que non seulement les départements entre eux ne se parlaient pas, mais ils ne voulaient pas vraiment non plus me parler. Parce que les mécaniciens, les ingénieurs, etc., ils rapportent à leur propre département, ils ne rapportent pas à l'environnement, et personne n'avait envie de se rajouter de la charge de travail finalement en plus. Ils disaient en gros, c'est pas mon travail, c'est pas moi qui dois faire ça. Donc, j'ai essayé d'abord finalement de parler aux différents VP de ces différents départements. Mais c'est pareil, ils ne répondaient pas à mes emails. J'ai pu faire, je crois, sur les 6 stakeholder interviews que j'avais prévu de faire, j'ai pu en faire 2 parce que y avait environnement évidemment qui était chaud pour que son projet avance. Et j'ai pu parler à je ne sais plus qui, mais en gros, moi j'étais donc basé à Montréal et il y avait juste une partie prenante qui était aussi basée dans notre building à Montréal, mais il faut savoir que les autres étaient soit directement dans les différents yards, soit basés dans d'autres bureaux à Chicago, Toronto, etc. Donc du coup, c'était très difficile de leur parler. Donc, je me suis vite aperçu que j'avais droit dans le mur avec cette stratégie. Je me suis dit, je vais changer d'approche. Donc, mon idée, ça a été de proposer un atelier de co-création où je voulais inviter toutes les parties prenantes pour une journée de co-création et les faire tous venir à Montréal pour qu'ils se parlent et qu'ils commencent un petit peu à réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est que ce projet et comment est-ce qu'on peut le démarrer. Donc évidemment, ça a été très compliqué. Il a d'abord fallu convaincre chaque personne de prendre une journée de son temps, de prendre l'avion pour venir jusqu'à Montréal. Et vous imaginez bien que quand on leur dit, vous allez passer, quand on dit à des mécaniciens ou des ingénieurs, vous allez passer une journée à dessiner sur des feuilles de papier, c'est pas très, très vendeur. Et puis surtout, c'est une très grosse entreprise, 25 000 employés. Mais à l'époque, on n'était que 10 designers sur 25 000. Donc, ils ne connaissaient pas notre métier, en fait. C'était une entreprise qui était encore assez jeune dans son approche sur le design. Mais c'était une entreprise qui avait quand même bien compris que le design avait une vraie valeur stratégique parce que justement, ils avaient mis un designer sur une phase avant-projet. Donc du coup, il a fallu d'abord un peu donc, convaincre ces gens de leur faire comprendre qui j'étais et qu'est-ce que je voulais faire. Essayer de les convaincre de venir passer une journée avec nous. Après, il a fallu donc trouver une date, trouver une salle. Ça, j'en parle de la salle parce que c'est un moment assez marrant quand même dans ce projet. C'est parce que vous imaginez bien que dans notre building qui faisait une quinzaine d'étages, on avait des salles de réunion. Mais finalement, les salles de réunion pour accueillir 25 personnes, il n'y en avait pas tant que ça. Et surtout, les grandes salles de réunion, c'était les grandes salles de réunion que vous voyez dans les films, c'est-à-dire c'est une énorme table en bois massif qui prend tout l'espace de la salle et vous avez une trentaine de sièges autour de la table. Mais bon, c'est pas une bonne configuration pour faire un atelier de co-création parce qu'on a besoin plutôt d'une salle qui est modulaire pour faire des petits îlots de travail, etc. Et donc, du coup, il a fallu convaincre de débloquer un budget pour louer une salle. Et c'est quand même pas rien. C'était 700 $ ou 1000 $ à peu près la location à la journée pour une salle. Donc, il a fallu convaincre aussi de débloquer ce budget pour ça. Et ensuite, il a fallu monter donc un atelier de co-création. Donc, je vais vous parler un petit peu des outils qu'on a utilisés pour cette phase de co-création.
On a travaillé en fait pendant 2 semaines avec donc le business analyst et le chargé de projet à définir un petit peu quelles seraient les différentes activités qu'on va faire. Donc, je vous ai mis quelques photos, notamment de la fameuse salle qu'on a fini par louer. Vous voyez, il y a une salle avec des tableaux blancs pour justement pour que les gens puissent afficher ce qu'ils mettent, des petits îlots de travail pour qu'il y ait un vrai dynamisme dans la génération des idées. Et après, on a défini quelques petits ateliers avec un bouquin dont je reparlerai à la fin, mais un bouquin qui s'appelle Gamestorming, qui est un bouquin qui est super bien pour définir en fait des activités de recherche, mais voilà, adaptées vraiment à vos besoins. Donc voilà, donc on a fait plusieurs activités pendant cette journée de co-création. Vous imaginez bien qu'au début de la journée, quand tout le monde est arrivé, tout le monde se regardait un petit peu du coin de l'œil, tout le monde était sapé en costard et il n'y avait pas trop d'énergie design vraiment derrière ça. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite cassé les groupes parce que tout le monde se retrouvait par département, donc on a tout de suite cassé les groupes pour les obliger un petit peu à collaborer ensemble et surtout on les a fait réfléchir à mais quels sont les besoins de chacun, quels sont les pain points de chacun, quels sont les impératifs de chacun. Et ils ont commencé, du coup, à mieux comprendre la perspective de chaque département et pourquoi, évidemment, il y avait certaines réticences à rentrer sur le projet. Après, on a fait des ateliers d'idéation pour générer des idées, essayer de commencer à réfléchir à quoi pouvait ressembler cette solution. Parce qu'au début, on m'a dit, au tout début, quand je suis arrivé sur le projet, on m'a dit qu'il faut faire une solution, une application mobile. Moi, mon approche, c'était de dire pourquoi parler de la solution quand on n'arrive même pas encore à définir qui va être les parties prenantes, qui vont être les utilisateurs et comment on va organiser finalement la solution. Du coup, on s'est retrouvé avec des solutions qui allaient d'une solution, par exemple, un drone pour regarder un petit peu l'état des réservoirs ou un réservoir intelligent qui s'autodiagnostique ou alors juste un changement de process qui permet donc du coup, sans solution digitale, d'améliorer le nombre de fois où on peut inspecter ces réservoirs. Donc voilà, on a fait plusieurs ateliers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la journée, tous ces gens qui n'étaient pas forcément motivés, qui avaient mis plusieurs semaines à répondre à mes emails, etc., tout d'un coup, ils étaient super motivés à l'idée de commencer ce projet. Et on nous a dit à la fin de la journée, si vous voulez rencontrer les utilisateurs, on prend rendez-vous la semaine prochaine et vous venez sur le Yard de Montréal et vous rencontrez les ingénieurs, vous rencontrez les soudeurs, etc. Ça faisait plusieurs semaines que moi, je poussais à avoir des utilisateurs et c'était à chaque fois impossible, il n'y avait jamais le temps. Et là, tout d'un coup, parce qu'il y avait les bonnes personnes qui avaient été invitées à cet atelier de co-création, et tout d'un coup, des portes s'ouvraient pour nous. Donc, la suite du projet, ça a été justement d'aller dans ces yards et de rencontrer les différents potentiels utilisateurs. On a fait donc de contextual inquiry pour pouvoir les observer, travailler et du coup aussi les interviewer, essayer de mieux comprendre quels étaient leurs quotidiens et comment, du coup, une potentielle solution pouvait rentrer dans leur quotidien. Donc voilà, donc après, je ne vais pas vous faire la suite. Je vais pas vous faire la suite du projet. En fait, après, on a pu tout simplement avoir un budget et commencer à avoir une roadmap et commencer à avoir des deadlines et vraiment commencer à développer une vraie solution. Mais en fait, voilà, moi, ce que je voulais à travers cette petite introduction et ce petit retour d'expérience, c'est finalement vous montrer que pour moi, un designer aujourd'hui peut avoir une vraie fonction stratégique, mais pas au sens vision stratégique comme on l'entend classiquement avec un chef de projet qui est plutôt en mode chef d'orchestre et qui va un petit peu driver le projet. Moi, mon approche, c'est plutôt de me dire, les designers, ils sont très bons quand ils sont des facilitateurs. Et du coup, en fait, mon but en tant que designer, dans ce cas-là, c'est d'amener les parties prenantes à sortir leurs idées, finalement à se retrouver motivés à prendre part au projet. Et du coup, il y a beaucoup plus de synergie quand on arrive à faire prendre conscience à toutes les parties prenantes que finalement, le design, ça appartient pas juste au designer, mais ça appartient à toutes les parties prenantes. Et c'est beaucoup plus facile de les faire avancer quand c'est leurs idées à eux
que quand on pousse une idée en mode il y a une carotte et un bâton et il faut être coché, quoi. Donc c'est vraiment, l'idée c'était de vous montrer comment un designer, en facilitant avec de la user research, etc., peut mettre sur les rails un projet et démarrer un projet comme ça. Donc après, en termes de références, moi, ce que j'aimerais vous montrer, j'aime pas trop donner trop de livres et trop de références à la fois, mais pour moi, il y en a deux qui se dégagent pas mal pour la user research en tant que stratégie. Bah, déjà, il y a Gamestorming, qui a été un bouquin qui est super bien fait, donc pour créer des outils UX adaptés à vos besoins. Et il vous en présente certains, mais il vous explique aussi comment les tweaker, comment les adapter pour évidemment les transformer pour que ça puisse fonctionner pour votre projet. Et il y a ce bouquin, qui est un tout petit bouquin qui se fait super facilement, qui s'appelle Just Enough Research en anglais. Le titre français, je l'aime pas du tout parce que ça s'appelle La phase de recherche en web design. Sauf que ça s'applique pas évidemment que au web design, ça s'appelle à toute finalement stratégie produit et pas juste finalement pour le web ou même juste pour le digital. Mais c'est un bouquin qui donc présente la phase de recherche comme une phase hautement stratégique. Et vraiment, cette approche, l'approche du bouquin, c'est vraiment de dire, OK, la user research, c'est un outil stratégique. Donc, il est disponible en format PDF ou aussi en format bouquin. Vous pouvez le trouver assez facilement. Comme je vous l'ai dit, il existe aussi en français. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Yes, Jérémy, il y a 2-3 questions qui sont arrivées. Ouais. Notamment de Nathalie qui est très curieuse, mais ces questions sont très pertinentes, donc je pense que ça peut être intéressant de passer dessus. Alors, vu que je vois que tu n'es pas sur le... Tu veux que je te les dise à l'oral, c'est ça? Ouais, vas-y, je veux bien. Ouais. Donc, la première question qu'elle pose, c'est est-ce que tu as des exemples d'arguments pour avoir du budget et pour un réel espace de co-création? Ouais. Parce que c'est vrai que tu parlais d'essayer de motiver les équipes. Alors moi, j'avais à peu près la même question aussi pour la motivation des équipes. Est-ce que tu as des arguments pour ça, mais aussi les arguments pour côté équipe et côté direction, en fait, comment est-ce que ça s'est passé pour peut-être un petit peu plus concrètement pour débloquer tout ça? Ouais, bien sûr. Alors déjà, faut quand même que je dise que j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui avait, on va dire, une très bonne culture d'entreprise, dans le sens où elle considérait que si tu es un expert dans ton domaine, eh ben, on va te faire confiance. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on va donner n'importe quel budget. Donc, en gros, il a fallu que j'argumente chacun de mes choix. Donc, en fait, d'abord, pour moi, c'est aussi la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'au début, on me dit, il y a des salles de réunion qui sont disponibles qui peuvent accueillir jusqu'à 25 personnes. Donc, je dis, OK, allons voir ces salles de réunion. Donc, je vais voir avec la salle de réunion, avec la personne qui est responsable de la logistique du building et de la location de ces salles de réunion. Et puis, j'explique que là, malheureusement, vu comment c'est organisé, que c'est très sombre, qu'il n'y a pas de tableau blanc, qu'il va me falloir des tableaux blancs, que la table, elle est pas modulable, et que ça, malheureusement, c'est un problème pour l'atelier de co-création. On commence à réfléchir à éventuellement des solutions internes, donc, je sais pas, ramener des tableaux en papier à la place des tableaux blancs, etc. Puis, on s'aperçoit vite quand même qu'il y a une limite. Je leur ai dit, là, il n'y a même pas de fenêtre, on ne voit même pas l'extérieur. Ça va enfermer les gens pendant une journée entière alors qu'il n'y a pas de fenêtre, ça va être très lourd, etc. Donc, en fait, j'essaye d'expliquer, de démontrer qu'il y a une vraie raison pourquoi cette salle ne convient pas. Donc, à partir du moment où on a acté que la salle ne convient pas, dans ce cas-là, on essaye de trouver d'autres salles ailleurs et on essaie de trouver des salles qui ne coûtent pas trop cher. Et petit à petit, en fait, stratégie des petits pas, on arrive à faire comprendre qu'en effet, il y a peut-être un intérêt à débloquer du budget et à faire des choses comme ça. Et pareil, pour motiver les différentes parties prenantes, au début, ça a été très difficile, mais dans ce cas-là, il faut faire appel à un sponsor au sein de son entreprise, quelqu'un qui est un petit peu au-dessus de moi hiérarchiquement et qui est au même niveau que les gens que j'essaye de toucher. Et ça, c'est pareil, c'est un peu de politique, mais pas au mauvais sens du terme, mais voilà, c'est juste un peu essayer d'expliquer c'est quoi le métier, c'est quoi ce qu'on veut faire, c'est quoi le but à la personne qui est mon responsable hiérarchique. Et ensuite, cette personne-là va essayer d'aller convaincre les autres personnes à son niveau pour essayer de motiver les gens en fait, à prendre parti. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai géré le truc.
Oui, essayer de se mettre peut-être dans la poche les personnes qui ont un peu d'influence Absolument. auprès du groupe que tu veux toucher. Et moi, j'ai une Exactement ça. question qui n'a pas été posée, mais je la pose, parce que peut-être que quelqu'un d'autre se la pose. Qu'est-ce que c'est une bonne salle, un bon espace pour faire, je sais pas si tu as 2-3, ce que tu disais de la lumière, de pouvoir faire des petits groupes, moduler la salle, etc. Ouais. C'est un peu ça le bon espace pour Déjà, pouvoir faire des user interviews. en fait, déjà, il faut avoir des petites tables qui peuvent se mettre, qui peuvent se bouger par îlot ou qui peuvent se rassembler pour faire une grande table. Donc ça, c'est vachement bien. Si tu as plein de petites tables, tu peux tout de suite créer des îlots ou au contraire créer un U ou créer, voilà. Pour moi, les petites tables, c'est génial. Si elles sont sur roulette, c'est encore plus facile à moduler, ce qui était le cas dans cette salle. Avoir des tableaux blancs au mur, ça, c'est indispensable parce que tu peux afficher des choses, tu peux dessiner. Avoir évidemment une vue sur l'extérieur, c'est top. Et moi, j'aime bien aussi avoir un espèce de deuxième petit espace qui est un espace où tu vas avoir le café, tu vas avoir les fruits, les barres de céréales, etc. Et donc, du coup, c'est un espace où tu peux... Et puis, il va falloir aussi au moins un écran télé, généralement. Et voilà, tu vas avoir 2 ou 3 petits espaces aussi, éventuellement avec des canapés. Et parce qu'il faut aussi faire des pauses régulièrement. Et puis, il faut un espace où tu peux bouger, en fait. On force les gens à être le plus possible debout pour qu'il y ait un espèce de dynamisme, en fait, une énergie propice à la création. Nathalie, qui a toujours des petites questions et qui te remercie pour tes réponses au passage d'ailleurs, qui demande alors comment s'est passée la déclinaison des insights des ateliers de co-création en roadmap. Cette question est un peu complexe pour moi, j'espère que tu la comprends mieux que moi. Disons que dans un premier temps, disons que les enseignements de cet atelier de co-création, ils n'ont pas tout de suite influencé la roadmap. Par contre, c'est sûr qu'il y a eu un gros travail après l'atelier de co-création de dégrossir toutes les informations qui avaient été partagées. Et ensuite, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dot voting à distance sur justement tous les insights qui avaient été générés, toutes les features qui avaient été proposées, toutes les solutions qui avaient été envisagées pour savoir quelles étaient celles qui avaient le plus de traction. Et donc, du coup, voilà, j'avais envoyé un document et j'avais demandé à chaque participant qui était là pendant l'atelier de co-création de voter sur les différents éléments afin de faire ressortir un petit peu quelles étaient les informations les plus importantes. Et c'est ça qui nous a aidé pour la suite de notre recherche. Donc, encore bien avant la roadmap, mais qui nous a aidé dans notre recherche à préparer nos questionnaires, nos guides de questionnaires pour les interviews utilisateurs et pour les contextual inquiries. Et toujours c'est un peu sur le même sujet. Peut-être que d'ailleurs, ça part un petit peu sur la partie que Thibaut va dire, je ne sais pas exactement. Nathalie qui demandait aussi comment faire pour ne pas oublier tous les insights et des conseils pour la restitution et la formalisation des insights. On a récupéré tous les post-it, on a pris tout en photo, on a enregistré l'ensemble des discussions. Alors, pas quand ils étaient en train de travailler parce que c'est trop compliqué, tu as plusieurs groupes qui travaillent en même temps, mais en fait, à la fin de chaque atelier, il y avait le groupe qui présentait son travail à l'ensemble des personnes présentes, en fait. Donc, chaque groupe présentait ce sur quoi ils avaient travaillé. Donc, du coup, ça, on enregistrait évidemment. Donc, il y a toute une partie d'analyse, on revoit, on réécoute et on regarde tout ce qui est sorti de l'atelier, en fait. Ok, merci. Et je t'entends, tu dis « on » à chaque fois, et ça rebondit un petit peu sur la question de Gauthier qui demandait si tu étais tout seul à animer ce workshop. On était... Pardon, pas fini la question, pardon. Ouais, non, ça c'est moi qui précise un peu cette question pour moi aussi. C'est quoi une équipe idéale pour faire ce genre d'atelier? Combien faut être? Ça dépend du nombre de personnes, j'imagine. Alors, il faut savoir que ce type d'atelier, un atelier de co-création, ça peut se faire à peu près à n'importe quel moment de la phase d'un projet, pas que pendant la phase de cadrage. Mais là, c'était très utile pour que justement toutes les parties prenantes s'accordent et se parlent et une espèce de synchronisation. Donc en fait, pour moi, limite le plus important, en gros, avant de répondre à ta question, le plus important, moi, sur ce projet-là, à ce moment-là, c'était juste que les gens se parlent, en fait. Ça faisait 6 mois qu'ils ne voulaient pas se parler, donc pour moi, le plus important, c'était de mettre les personnes, toutes ces personnes-là, dans la même pièce, ensemble, pendant une journée, pour qu'elles se parlent et qu'elles se comprennent. Donc c'était plus limite de la communication avant tout. Mais après, pour préparer ce genre d'atelier, nous, on a travaillé pendant 2 semaines, pas à temps plein, mais on a fait
7 ou 8 réunions de 2 heures avec le business analyst et le chef de projet. Donc, on était 3 à organiser ça. Et en vrai, on était 2 à animer. C'était moi, le business analyst. Et je pense que, ouais, être 2, 3, c'est un bon nombre pour préparer ce genre d'atelier. Le faire tout seul, c'est un peu difficile et dommage. Donc, ouais, le faire à 2, 3, c'est pas mal. Ouais. Ok, merci beaucoup Jérémy. On a fait un peu le tour des questions là. Si vous en avez d'autres entre-temps, n'hésitez pas à les poser toujours dans le chat. On fera à la fin de l'intervention de Thibaut, on refera un petit tour de questions, un petit tour de table s'il y en a d'autres en plus. Mais là, je suis un peu en train de dépasser le temps imparti, notamment à cause de ma trop longue introduction. Mais je laisse la main du coup à Thibaut tout de suite pour enchaîner. Merci Jérémy. Je t'en prie. Oui, merci Jérémy. C'est bien parce qu'il y a plein de sujets que je vais compléter, je vais recroiser parce qu'on a le même boulot avec Jérémy. Donc, je vais vous présenter un peu mon activité et vous allez voir que la vision reste la même et la façon d'agir peut être différente. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, je vous ai fait 2 petits slides pour ne pas être trop long et comme ça, vous avez une bonne vue. Donc, moi, je travaille chez Hydroid. Donc, Hydroid, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est basée sur Monaco et qui va aider qui cherchent à numériser en fait la pédagogie dans les différentes écoles. Donc, depuis quelques années maintenant, il y a l'État qui a énormément d'aide et qui va pour apporter le digital dans les écoles et à donner des tablettes aux enseignants, mais également aux élèves. Le problème, c'est que quand on donne des tablettes comme ça à des établissements scolaires, il y a toute une gestion à effectuer. Et donc, il peut y avoir de la casse, du vol, savoir qui fait quoi. Et surtout, sécuriser en fait les accès aux différents contenus pour ne pas que les élèves aient des publicités qui ne soient pas adaptées ou qu'ils aillent sur des sites qui ne sont pas recommandés pour eux, etc. Donc, nous, notre mission, en fait, c'est de faciliter la gestion de la flotte d'appareils. Donc, on va travailler beaucoup avec les DSI. Donc les directions de systèmes d'information, au niveau des municipalités et dans les écoles. On va également sensibiliser et sécuriser au digital, c'est-à-dire qu'on va donner une couche de sécurité qui va tranquilliser les professeurs et les responsables d'établissements scolaires et qui va du coup sécuriser les navigations, par exemple, sur Internet pour que les parents ne soient pas inquiets lorsque les enfants utilisent la tablette. Donc, que ce soit à l'école ou à la maison. Et on veut également offrir aux enseignants des nouveaux moyens d'enseigner. Donc, des façons de ne pas tout digitaliser, toutes les activités, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'apporter un peu de digital dans l'école, ça permet en fait d'avoir d'autres supports sur lesquels se former et également avoir des exercices peut-être plus ludiques et d'avoir une balance entre le papier, lire un bouquin et également peut-être lire sur une tablette ou faire des calculs de façon plus ludique au travers d'autres applications. Il y a beaucoup de débats sur le fait de, oui, tout digitaliser n'est pas forcément bon pour les enfants, ils ont déjà beaucoup d'appareils. Oui, c'est sûr, mais il y a beaucoup aussi d'utilisations qui sont faites pour, par exemple, les enfants qui ont des problèmes pour lire, par exemple sur un livre. On va avoir des applications qui vont leur permettre d'avoir des mots qui vont être highlightés d'une certaine couleur ou les permettre de lire de façon plus lente. Et on a des résultats qui sont prouvés avec ça. Donc, nous, notre objectif, c'est de travailler, de mettre le digital dans les écoles. On est donc dans un écosystème assez complexe avec beaucoup d'interlocuteurs. Notamment, on va travailler avec les différentes académies, mais on va aussi travailler avec les écoles, les directeurs, les professeurs, les élèves, voire parfois les parents d'élèves. Donc, on a beaucoup de profils différents. Et c'est vrai que nous, on va aller capter le besoin de tous ces utilisateurs pour essayer de faire un produit qui réponde le mieux à tous ces utilisateurs. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc, moi, je viens d'intégrer Hydroid il y a quelques mois. Et c'est vrai qu'il y a toute cette information qu'il va falloir formaliser, aller capter sur le terrain, mais aussi dans l'entreprise. Et je vais vous montrer comment ça se déroule. Alors, avant de vous présenter un peu les outils avec lesquels lesquels je travaille principalement, donc,
Pour moi, je vous ai simplifié un peu le l'UX Research Process qui va commencer par une phase de connaître le produit. Donc, comment est-ce que je monte en compétence sur le produit, savoir toutes les fonctionnalités qui sont utilisées, à quels besoins, à quels usages qu'on a détectés sur le terrain, elles vont correspondre. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on va avoir une rencontre utilisateur. Donc, comme le disait Jérémy, c'est aller sur le terrain, quoi, aller voir les gens, et pas seulement les utilisateurs principaux. Moi, je suis allé voir des professeurs, je suis allé voir des élèves, mais je suis aussi allé voir des gens qui n'utilisent pas l'application. Donc, par exemple, c'est ce qu'on va appeler des DRAN. Donc, ce sont des directeurs régionaux académiques du numérique. Ce sont des gens qui ne vont pas utiliser l'application, mais qui vont avoir une influence sur le fait d'amener le numérique à l'école. C'est-à-dire, comment est-ce qu'eux, ils voient la transition numérique? Comment est-ce qu'ils veulent apporter ça? Les moyens et les outils pédagogiques. Donc, on voit bien qu'on a vraiment un pool d'utilisateurs qui va être très complexe et ça ne va pas forcément être une personne qui va utiliser une tablette dans une classe qui va avoir un retour qui est pertinent pour nous. Donc ça, c'est l'écosystème qui est assez complexe. Ensuite, une fois qu'on est allé sur le terrain et qu'on a récupéré de l'information de tous ces utilisateurs, l'important, ça va être de catégoriser l'information. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être plus pertinent, qu'est-ce qui va être le plus urgent, comment est-ce qu'on va pouvoir éventuellement le faire. On va essayer de synthétiser un peu tout ça. Et on va établir différents drivers qui vont nous aider à prioriser un peu les différents sujets, les différents inputs qu'on a reçus. Et ces drivers, ils sont établis en fonction d'un autre acteur, d'une autre partie prenante, ce qu'on appelle les stakeholders, qui est l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a une mission, mais elle a aussi des objectifs commerciaux, elle va aussi avoir des besoins, elle va avoir envie de répondre à une certaine mission, d'ouvrir certains marchés. Et tout ça, il faut le croiser avec l'information qu'on a eue pour pouvoir prioriser et savoir dans quelle direction on va. Du coup, on arrive à la quatrième phase, qui est sur la définition des priorités de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant en fonction des attentes des utilisateurs et des enjeux business. Et la dernière phase, du coup, une fois qu'on a récupéré toute cette information sur le X-Research, ça va être concevoir en fait les différentes solutions qu'on peut apporter par rapport aux inputs qu'on a eus et transmettre toutes ces informations et les use cases formalisés à une équipe plus technique qui va pouvoir spécifier et développer les différentes features. Alors, je ne sais pas s'il y a une question. Non. Parce que ça bip. Non, c'est moi qui ai appuyé sur, sur un mauvais bouton. J'ai répondu à une question en direct, mais en fait, pas du tout. Désolé. Je te laisse continuer. Alors, moi, j'utilise deux outils principalement pour faire ce process. C'est Notion et Product Board. Alors, ça vous parle peut-être. Donc, Notion, ça va être surtout pour capitaliser l'information, faire des différents liens entre les informations. Et le Product Board, ça va être plus pour de la priorisation et essayer de définir une roadmap. Donc, je vais vous montrer. Je vais changer d'écran. Donc, comment ça va se passer? Quand je vais aller sur le terrain, je vais aller voir des utilisateurs. Donc, par exemple, ici, j'ai la liste de tous mes utilisateurs. Donc, j'ai mon Product Wiki qui va regrouper toutes les informations de la partie produit que j'ai divisé en plusieurs parties. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le design, on a les grandes phases globales de design qui sont Explore, Define, Ideate, Prototype et Test. Dans ces différentes phases, j'ai plein de j'ai plein d'items. Donc, vous voyez, Notion, c'est assez sympa parce qu'il y a tous les petits émoticônes, donc ça permet de donner un peu vie à ça. Et je vais commencer par avoir une liste de contacts que je vais appeler et aller voir en vrai ou en visio et avoir un entretien personnalisé avec ces personnes pour savoir l'utilisation qu'ils peuvent en avoir actuellement de la solution, s'ils utilisent, et aussi les besoins un peu globaux qu'ils vont avoir. Donc là, par exemple, je suis allé voir cette personne-là, donc ça c'était en visio. Donc je link avec l'interview qui était enregistrée. Je la relie avec un persona, je vous montrerai ça tout à l'heure.
Et ensuite, ici, j'ai le script de toute l'interview que j'ai réalisée, avec des objectifs que je me suis établis en premier, et ensuite l'interview dans laquelle je demandais à l'utilisateur de se présenter, qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien, et l'utilisation qu'il a de notre plateforme. Donc ça va être les inputs généraux. J'ai mis également en jaune ici surligné les verbatims des utilisateurs, vraiment des citations qui peuvent être pertinentes. Et ensuite, on passe sur l'application pour savoir les limites qu'elle pourrait avoir ou les choses qui sont agréables pour l'utilisateur. Donc, c'est assez complet. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être très long. C'est long à faire, mais au moins l'information, elle est là. Et moi, ça me permet ensuite de prendre ces informations-là. Donc, en général, tout ce qui est surligné, vraiment les phrases que nous a donné l'utilisateur, moi, après, je les mets dans un tableau qui s'appelle les feedbacks. Donc, vous voyez qu'avec toutes les interviews que j'ai fait, je vais avoir pas mal de feedbacks. Je crois que j'en ai 200. Et tous ces feedbacks, donc, qui sont basés sur les interviews utilisateurs, ensuite, hop, je vais les catégoriser et je pourrai, en fonction du produit, les mettre ensuite dans Product Board. Donc, je vous montre juste après Product Board. À partir de ces interviews, je vais définir ce qu'on appelle des personas. Donc, les personas, ce ne sont pas des personnes qui sont réelles, ce sont des personnes qui sont imaginaires, mais qui vont être inspirées de personnes qu'on a rencontrées et sur lesquelles on va établir un portrait pour éviter d'avoir toujours à se référer à 5 personnes et 5 interviews. On se référera à 1 ou 2 personnes et ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus concis. Donc, par exemple, si je vais dans mes personas, ça c'est quelque chose d'assez standard. Voilà, donc je les ai définis comme ça. Donc ici, Sébastien Laroche, c'est une personne qui n'existe pas. J'ai mis une petite citation avec son âge, où est-ce qu'il habite. Une petite biographie, ses objectifs professionnels, ses besoins et ce qu'il attend, ses différentes frustrations, ses loisirs intérêts et ce qu'il utilise au niveau de la technologie. Ça nous permet d'avoir des orientations pour savoir où est-ce qu'on va aller, quelles features on va pouvoir donner en plus à notre produit et offrir à l'utilisateur. Alors ensuite, donc dans Notion, moi j'ai mes personas et une fois que j'ai fait ça, j'ai mes feedbacks qui sont reliés normalement à un persona. Voilà, donc l'avantage de Notion, c'est de pouvoir faire du lien entre les différentes pages. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon feedback que j'ouvre ici, il est relié avec mes différentes applications de mon entreprise, les différentes cibles qui sont les professeurs et les DSI, un état pour suivre l'état d'avancement, et également mes utilisateurs, mes sources, donc c'est-à-dire les personnes que j'ai interviewées, etc. Donc ça, c'est l'intérêt de Notion aussi d'avoir ça. Et une fois que je mets mes feedbacks ici, en fait, j'ai utilisé un petit outil qui s'appelle Zapier, qui permet de faire des automatisations de petites actions. Donc, à chaque fois que je vais rajouter ici, dans mon tableau de feedbacks, je vais avoir un ticket qui va s'ouvrir sur Product Board. Donc, c'est mon deuxième outil. Je vais vous le présenter tout de suite. Donc, hop. Et dans le Product Board, du coup, je vais avoir ici tous mes insights clients. Donc, nous, notre Product Board, il est ouvert à nos clients. Dès qu'on a un client, on lui permet de venir sur la plateforme pour qu'il puisse nous remonter les différents retours. Donc ici, on a les personnes qui ont posté des tickets sur des améliorations qu'ils voudraient et qui sont quantifiées par rapport à l'urgence. Les 3 petits points bleus, là, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très attendu. Donc, une fois que moi, j'ai tous ces tickets-là, je vais, en fonction du contenu du ticket, je vais créer ce qu'on appelle des features. Par exemple, celle-ci, moi, celle-là, c'est un mauvais exemple. Voilà, je vais créer une features où je pourrais mettre un certain détail et je vais le relier avec les insights qu'on vient de voir des différents clients. Ce qui me permet de voir vraiment ce que le client attend par rapport aux détails qui,
j'essaie de le faire le plus fidèle possible, mais comme ça passe par moi, il y a toujours un filtre qui trie un petit peu l'information. Voilà, donc dans Product Board, on a les insights de tous les clients, on a la liste des différents produits, et à l'intérieur, tous les composants, les features et les sous-features qu'on peut avoir et qu'on est en train de faire. La couleur ici, le violet, le orange, permet de déterminer où est-ce que ça en est au niveau du stade de développement. Et l'avantage quand on crée des tickets, c'est qu'on peut mettre énormément d'informations là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut les ponctuer en fonction de différents drivers. Donc ici, on peut définir les objectifs de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'on souhaite, la direction là où va l'entreprise, et on peut associer ces objectifs aux différentes fonctionnalités qui existent. Et on a également des drivers et des scores, c'est-à-dire que ici, on va dire, OK, cette fonctionnalité-là, elle permet de simplifier, elle permet d'améliorer l'adoption. Et une fois qu'on a rempli toutes ces fonctionnalités avec tous ces critères, on peut avoir une visibilité en matrice qui nous donne, par exemple, la priorité, donc avec des échelles qui peuvent changer. Donc ici, par exemple, j'ai les tâches qui sont les plus petites jusqu'aux plus grandes, et en même temps, j'ai la valeur à apporter au client en fonction de l'objectif que j'ai sélectionné ici. Donc, par exemple, si je mets, nous, si on souhaite améliorer les ventes, je sais que, par exemple, la fonctionnalité la plus importante, c'est donner plus d'autonomie aux utilisateurs. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, moi, je retourne dans mes features, dans la partie où j'ai la liste de toutes mes features, et je complète en fait ici ce texte-là pour en faire ce qu'on appelle un PRD que je vais mettre dans Notion. Un PRD, c'est un Product Requirement Definition qui va être comme une spécification dans le domaine technique, mais vraiment orienté use case. C'est-à-dire que ça va être, moi, mon output, mais ça va être l'input que va récupérer la partie projet et technique pour pouvoir créer les différentes épiques et les différentes stories. Ces PRD, je les fais seul, mais je ne prends pas forcément de décision sur ce que je veux amener, parce qu'on est une équipe de 4 personnes dans la partie produit. Et du coup, c'est quelque chose dont je discute avec le directeur artistique, le directeur technique et le directeur de la team, le responsable de la team technique. Donc ça, ce sont des choses qui se font de façon assez collaborative. Et en même temps, c'est vrai que moi, il y a pas mal de sujets sur cela que je vais aller discuter avec la partie commerce ou la partie opération au sein de l'entreprise. Donc voilà, moi, j'ai fait le tour. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Alors, combien coûtent les programmes mentionnés? Alors, pour Alice, les programmes mentionnés, alors je crois que de tête, le Notion, on paye à l'année 1 200 $ pour 35 licences. Ouais, en fait, Notion, c'est à la licence, il me semble. Après, si tu es toute seule, Alice, si ta boîte n'utilise pas Notion, tu as une version free pour une personne avec vraiment toutes les fonctionnalités. Voilà. Donc, si tu es toute seule, ça coûte 0. Si y a plusieurs personnes qui doivent travailler ensemble dessus, ça peut coûter un peu plus cher, mais c'est très pratique pour une boîte généralement. Les Product Board, par contre, je ne connais pas, Thibaut, si tu peux préciser. Alors, Product Board, c'était déjà en place quand je l'ai eu. Alors, c'est vrai que je n'ai pas d'idée du prix que ça peut avoir. Et concernant ces outils, tu mentionnais Zapier, il y a une intégration Product Board sur Zapier? Oui, il y a une intégration Product Board avec Notion, donc c'est assez récent, mais c'est vrai que c'est intéressant à faire. Moi, je sais que le Notion, on l'a pris il n'y a pas longtemps, et par rapport à ce que nous coûtait Jira et à l'efficacité qu'on en a, on préfère Notion et c'est un peu moins cher. Et je vois que tu pars sur Notion, tu vas vers Product Board, et ensuite tu reviens sur Notion. C'est encore un autre Zap qui ramène sur Notion ou... Non. Alors, il n'y a pas de Zap qui ramène sur Notion, mais c'est vrai que comme ça va être de la documentation et que ça va être croisé avec la
et que ça va être une base pour la partie technique. En fait, je vous ai montré que la partie produit sur Notion, mais il y a toute la partie technique aussi, la gestion de projet, les différents specs qui sont sur Notion. Donc, ça permet après de refaire du lien par rapport au fameux PRD que moi, je vais réaliser. Ok, mais en tout cas, vraiment, vraiment intéressant, Thibaut, ce que tu nous as montré. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien. Du coup, il y a plusieurs autres questions. Alors déjà, il y a la question de Gauthier que tout le monde se posait à partir du moment où tu as ouvert ton Notion. Est-ce que tu as un template à partager? Moi, j'imagine que si c'est le truc de ta boîte, ça va être compliqué. Mais Alors, j'ai pas encore fait de template, mais c'est vrai que ça peut être une piste et éventuellement, je me poserai la question. C'est vrai que j'y avais pas pensé parce que ça fait pas longtemps que je prends en main l'outil, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as inventé ou tu t'es basé peut-être sur des choses déjà existantes que tu peux partager ou, Notion propose quelques templates, mais c'est vrai qu'on a tout fait de A à Z. Ouais, ça c'est plutôt quelque chose que vous avez réfléchi ensemble et que vous avez monté de toutes pièces, quoi. Ok. Ok, Jérémy, si jamais à certains moments il y a des moments où tu veux réagir par rapport à toutes ces questions, n'hésite pas à prendre la main aussi, hein, ce sera avec plaisir. Il y a Laura qui demandait voilà si c'était bien Product Board. J'ai mis Product Board, j'ai acquiescé. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Que le nom du logiciel c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est bien ça. C'est écrit sur ta slide, donc ça Voilà. paraît assez logique. Alors Julien, moi j'ai plein de questions aussi. Il y a d'autres questions qui arrivent, mais j'en ai aussi un petit peu. Julien qui dit quel est ton rôle au sein de ton équipe? Est-ce que tu fais beaucoup de discovery? As-tu un objectif clair de recherche sur l'objectif de l'entreprise? Non, alors moi je travaille assez de façon seule, même si je suis au sein de l'équipe produit. Donc je suis un product manager et je fais beaucoup de discovery pour donner un peu la vision long terme du produit sur les années à venir en fonction de. Ça fait 5 ans que la boîte existe, donc on s'est spécialisé dans l'éducation, mais c'est vrai qu'après il y a plein de champs des possibles à ouvrir, que ce soit dans le secteur privé, dans tout ce qui est Smart City, c'est des choses sur lesquelles nous, on va intervenir et à essayer d'avoir un peu cette façon d'être généraliste au niveau du management de device, mais également d'avoir une spécialisation en plus dans l'éducation. J'étais en train de dire les questions aussi au passage. Du coup, oui, t'as fini ta réponse pour Julien. Excuse-moi, je ne sais pas faire le choix après. J'étais en train de dire autre chose en même temps. J'essaie de gérer les choses. Il y a Laura qui demandait aussi encore une question par rapport à Notion. Est-ce que tu gères la partie planning? Oui, alors toute la partie planning, elle est faite également sur Notion. Hop, je sais plus où c'était. Bon, moi, je me suis fait un planning, donc ça, c'est assez personnel, mais tous mes roadmaps, elles sont faites ici sur ce que je dois faire, sur mes différentes échéances, etc. etc. Et après, on trace ça avec l'équipe d'ingénierie qui va ensuite travailler. Et en plus, après, j'ai toute ma partie de recherche, de veille technologique, ici où je vais avoir des sujets sur lesquels je vais creuser. Voilà, donc c'est assez complet. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose un outil très puissant, mais au sein d'une même équipe, il faut un peu de discipline pour formater un peu le contenu et pas que ça parte dans tous les sens. Oui, on utilise Notion aussi, et c'est vrai que ça peut vite partir dans tous les sens. En effet, parfois ça nécessite un product manager juste pour le Notion. Je crois d'ailleurs qu'il y a certaines boîtes qui font ça maintenant. Je discutais le mois dernier avec Tristan de chez Conto, qui est le manager chez Conto, qui nous expliquait qu'ils avaient un fonctionnement très très poussé. Je crois qu'ils sont à 600 sur le Notion. Faut imaginer un petit peu le nombre de features qu'ils ont dû développer dessus. Et en fait, c'est une utilisation très poussée. Et je pense que quand tu arrives justement sur beaucoup de monde qui travaille ensemble sur l'outil, doit y avoir vraiment des choses très complexes. J'imagine, toi, tu as un genre de back-office aussi qui te permet d'avoir des
de pouvoir faire appel à des données pour pouvoir réussir à les lier entre elles ensuite? Oui, alors nous, toutes les pages sont des bases de données quasiment qu'on va Ouais, c'est recouper. ça. C'est vrai qu'on s'est mis ensemble, on n'est pas beaucoup, on est une trentaine et on est une dizaine à utiliser le Notion. Donc pour le moment, on s'est mis d'accord entre ingénieurs sur la façon de fonctionner tout ça, on sait que c'est cadré. C'est vrai qu'on a un peu d'appréhension le moment où on devra l'ouvrir aux personnes qui sont un peu plus au niveau du commerce, qui ne sont pas forcément aussi, qui n'ont pas l'esprit forcément plus aussi carré que nous, quoi. Mais pour le moment, ça fonctionne. Il y a Julien qui nous demande une autre question. Comment est-ce qu'elle est organisée, qui produit, qui fait les specs, si ce n'est pas toi? Alors moi, mon objectif, ça va être d'apporter de l'information. À partir de ces informations, des use cases des utilisateurs, on va se réunir. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a le directeur artistique, donc l'UX designer, le responsable de la partie R&D et le responsable de la partie technique. Et à partir de ça, on va essayer d'affiner les différents besoins, de trouver des solutions, de concrétiser les différents usages et les transformer ça en Epic et en features. Toutes les spécifications qui vont être par la suite faites sont faites par le responsable de l'équipe, qui est un engineering manager qui va nous faire les spécifications et ensuite les attribuer à l'équipe. On parle pas mal outils là depuis tout à l'heure, Jérémy. J'aurais bien aimé avoir un peu ton avis sur ça. Toi, qu'est-ce que tu recommandes dans quels outils? J'imagine que tu as dû travailler souvent avec plusieurs types d'outils avec tes clients ou les différentes personnes avec qui tu as, les différentes structures avec lesquelles tu as travaillé. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, chez Iron Hack, par exemple, quand tu as des cours avec des élèves? Est-ce que tu recommandes des outils en particulier? Moi, je suis un grand fan de Notion, évidemment, aussi, que ce soit pour organiser mes cours, que ce soit pour aussi, en tant que curriculum engineer, après travailler avec l'équipe education. On utilise beaucoup Notion pour tout documenter. Quand on fait de la recherche utilisateur, un peu comme Thibaut, on a des templates pour organiser toutes les phases de recherche. Après, moi, j'aime beaucoup Mural. C'est l'outil que j'ai montré tout à l'heure, qui est un outil de whiteboarding. Il y a un peu une guéguerre sur les outils de whiteboarding. Il y en a qui préfèrent Miro, il y en a qui préfèrent FixJam maintenant, qui est un outil de whiteboarding intégré à Figma, qui est sans doute l'outil le plus utilisé, Figma, pour cette création d'interface digitale aujourd'hui. Donc les outils de whiteboarding, moi j'utilise Mural, mais peu importe. Mais c'est des outils qui sont très puissants justement pour pouvoir faire de la co-création à distance, parce que c'est sûr qu'avec le Covid, il a fallu s'adapter. Et on ne pouvait plus forcément utiliser les tableaux blancs dans la classe. Donc moi, je l'utilise au quotidien avec mes élèves, mais c'est aussi un outil que je peux utiliser avec un client pour une réunion ou pour un atelier. Ouais. Et du coup, là, c'est un outil qui sert là plutôt pendant les interviews, quoi. C'est un outil plutôt, comment dire, tu sais, t'imagines quand tu fais de la recherche, parfois tu commences à avoir plein de post-it, tu prends des notes, tu mets tes post-it sur ton tableau blanc, tu peux les réorganiser. Donc ça peut être un outil qui peut autant être utilisé, oui, pendant les interviews, mais aussi après pour analyser les insights des interviews, pour faire des affinity diagrammes. C'est des outils qui sont super puissants pour ça aussi, quoi. Tu utilises ce genre d'outil, toi, Thibaut? Pour moi, pour le moment, je continue avec Product Board. Donc, mais c'est vrai que si ça répond pas forcément à tous mes besoins au niveau de au niveau de ça, notamment pour les Affinity Board, on est en train de se poser la question si on va pas prendre quelque chose d'autre. Ok. Jérémy, il y a Julien dans les questions qui demande les outils que tu as cités. Est-ce que tu pourrais lui écrire en réponse? Ouais, bien sûr. Tu as un champ où tu peux répondre. Et moi, en attendant, Thibaut, je voulais te demander, moi j'ai deux petites questions qui sont, pendant que tu parlais, que je me posais. C'était, tu parlais d'un peu dès le départ de retranscrire les interviews. Là, c'est peut-être une question un peu de nous, de ma part, mais pour l'avoir déjà fait par le passé, ça m'avait pris énormément de temps. C'est vraiment, toi, tu reprends les vidéos et tu réécris à la mano tout ce qui a été dit.
Alors, je fais un peu de tri, mais oui, c'est vrai que c'est un travail de fourmi et c'est pas forcément la partie la plus prenante. Mais il faut tout réécouter parce que c'est vrai que moi, les interviews, je les faisais avec l'UX designer et qui était à côté en observation. Et en fait, quand tu fais l'interview, tu peux pas réfléchir, écrire, etc. Donc, moi, il faut que je rebondisse en fonction de ce qu'ils m'apportent comme information, que je leur pose des questions, que je drive le truc. Donc, c'est un travail qui forcément doit se faire après, d'avoir une retranscription de toutes ces informations-là. Et c'est aussi important de ne pas biaiser ce qui a été dit, quoi, d'avoir ces citations exactes, d'avoir le contenu le plus réel possible, quoi, pour ensuite pouvoir l'analyser et le faire matcher avec, par exemple, les autres user interviews. Mais d'avoir le truc le plus concret et réel, c'est très utile. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Parce que je prends moi mon droit de parole. Alors, Laura qui me dit enregistrer la conversation en version chat.txt est vraiment génial aussi. Du coup, j'en profite d'avoir moi le micro ouvert pour pouvoir poser des questions. J'avais une autre question par rapport au persona tout à l'heure dont tu nous as parlé. Moi, venant du marketing, j'entends souvent parler des personas, c'est souvent le marketing qui... on fait appel parfois à des agences ou quoi pour mettre en place un dossier de persona. Là, d'après ce que je comprends, Thibaut, c'est vous qui les faites au product. Et je me demandais, du coup, c'est en interviewant les personnes, vous affinez les personas, ou alors est-ce que vous avez les personas avant que vous... Enfin voilà, est-ce que ça se fait avant, pendant, après je me posais la question un petit peu, si je devais en mettre en place, je ne saurais pas quand le faire et qui le fait. Moi, pour le coup, je les ai fait après parce que je ne connaissais pas forcément tous les utilisateurs dès le début. Donc, je me suis inspiré des interviews utilisateurs. Après, c'est vrai que ça s'ajuste au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'avancement, des informations qui arrivent. Comme c'est pas quelque chose de très concret, c'est pour guider. En fait, c'est un peu comme définir des objectifs de façon plus humaine. Donc, c'est vivant, un persona. Tu fais l'update assez régulièrement, quoi. Et toi, Jérémy, tu enseignes un peu à créer des personas, et c'est quelque chose aussi qui fait partie pour toi de l'UX, du design, la partie persona? Alors c'est vrai que c'est un outil qui n'appartient pas qu'à l'UX, mais qui est beaucoup utilisé par les designers. Et évidemment, nous, on l'enseigne chez Airnac, mais moi, je mets toujours en garde mes étudiants par rapport au persona, parce que c'est un des outils, parce que justement, il vient pas que de l'UX, qui est connu de beaucoup de gens, en dehors des designers dans les boîtes, qui est connu par beaucoup de gens. Du coup, ils veulent toujours des personas, mais un persona, ça ne s'applique pas forcément à tous les projets. Quand on est des très grosses entreprises, moi, ce que je cite toujours comme exemple à mes étudiants, c'est le New York Times. Le New York Times, il y a tellement de gens qui lisent le New York Times, tu ne vas pas t'amuser à faire un persona pour chaque type de personne qui lit le New York Times. Ce serait contre-productif. Donc, il y a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées dans ces cas-là. Mais voilà, le persona, c'est sûr que c'est un outil qui est très répandu, très connu, un peu à la mode, et donc à utiliser avec, pas forcément avec parcimonie, mais en tout cas, il faut réfléchir, est-ce que ça se prête bien au projet ou pas? Ok, très bien. Alors, je crois qu'on a fait quand même un bon tour des questions. Et puis, on a un peu dépassé, mais ça, c'était un peu... Ça arrive toujours quand il y a des petites questions. Je crois qu'attendez, il y en a une. Alors, il y a une dernière question qui est arrivée, et après on passera à la conclusion. Thibaut, quel est le coût en temps de mettre en place cet outil d'Atomic Research? C'est bien Atomic Research. Je sais pas, je comprends pas très bien. Je sais pas si c'est un outil dont tu as parlé, c'est ça? Non, moi, Non, je ne connais pas Atomic ok, Research. d'accord. C'est vrai que tout ce qui est sur Notion, ça prend du temps. Ça prend du temps de le faire. Après, avec l'organisation, moi, c'est mon job aussi de faire de la documentation, d'aller chercher à droite de l'information, à droite à gauche. Donc c'est mon travail. Mais ce qu'il faut faire, et les choses pour lesquelles il faut faire attention, c'est faire attention de ne pas biaiser l'information, d'aller voir un peu tout le monde et de ne pas filtrer toute l'information qu'on reçoit du terrain, des utilisateurs, de l'entreprise, et de ne pas mettre son filtre, quoi. Ça, c'est surtout important quand on fait du UX Research.